Un autre phénomène a attiré mon attention, c'est que beaucoup d'animaux qui étaient domestiques retournent à l'état sauvage. Et quelquefois, dans une ampleur extrêmement grande, à l'échelle de continents ou de sous-continents. Les deux exemples les plus célèbres sont celui du cheval, lorsqu'il a été importé par les Espagnols en Amérique du Sud, à la fin du XVe siècle, au XVIe siècle. Le cheval a trouvé un climat en Amérique du Sud, un écosystème qui lui convenait parfaitement, a échappé à ces éleveurs, qui étaient dans un contexte généralement hostile, attaqués par les Indiens, etc., qui ont laissé s'échapper de nombreux chevaux, qui en ont même lâché dans la nature, c'était le cas pour les premiers colons, qui croyaient débarquer en Inde et étaient étonnés de ne pas y trouver de chevaux, ont donc décidé de lâcher des chevaux sciemment pour, à leur prochain voyage, en retrouver. Bien. L'autre exemple à grande ampleur, c'est l'exemple des animaux domestiques occidentaux européens introduits lors de la colonisation de l'Australie, où ces animaux ont été, parce que le terrain était tellement grand à l'époque de la colonisation que les gens n'ont pas fait attention que finalement un animal dont on ne se servait plus, on le relâchait dans la nature, plutôt que souvent s'échappait-il aussi. Et aujourd'hui en Australie, on trouve des troupeaux de chevaux, d'ânes sauvages, de dromadaires, de porcs, sans compter les lapins qui, introduits au XIXe siècle, se sont reproduits à une telle vitesse que l'Australie a failli en être ravagée. Et ça n'est qu'en introduisant la myxomatose en Australie qu'on a fini par en finir avec le fléau des lapins. Donc tous ces problèmes qui sont laissés en marge de l'archéologie et de la zoologie m'ont intrigué. Et je me suis dit que finalement, c'était pas du point de vue de l'animal qu'il fallait étudier de la domestication, mais du point de vue de l'homme. Et c'est pour ça que j'ai pour progresser dans mes recherches, décidé d'appeler domestication l'action que l'homme exerce sur des animaux. Or, cette action, elle s'exerce de différentes façons. Il suffit d'attraper des animaux sauvages, de les enfermer, de les élever. Par cette seule action d'élever des animaux, on les transforme. Alors, la domestication, l'action de domestication, qu'est-ce que c'est? C'est nourrir un animal qui ne peut plus le faire puisqu'il est plus libre. C'est de le protéger contre les agressions, le climat, les prédateurs, les maladies. C'est de lui permettre de se reproduire, à la fois pour augmenter les richesses de l'éleveur et pour permettre à l'espèce de se prolonger. Et en faisant tout ça, par-dessus le marché, on exerce une action de familiarisation de l'animal. Bon, on le familiarise, on l'accoutume à la présence de l'homme, alors qu'avant il fuyait l'homme. Bien. Eh bien, quand on applique donc le critère ultime de la domestication, c'est quand un animal ne peut plus satisfaire ses fonctions vitales sans l'entremise du travail humain. Eh bien, je vous pose la question, quel est l'animal le plus domestique? C'est un papillon. C'est le bombix du mûrier. Car le bombix du mûrier n'existe plus du tout à l'état sauvage. Il a une vie très courte. Il naît dans des conditions totalement artificielles, à partir de chenilles qui sont les vers à soie, nourries par des feuilles de mûrier que l'homme cultive à cet effet. Il se nourrit, les papillons éclosent, ils vivent quelques heures, le temps de se reproduire, de pondre. Les œufs eux-mêmes éclosent à une température de 37 degrés qui est produite artificiellement, soit dans des magnaneries, soit dans les anciens temps. Les femmes les portaient sous leurs aisselles ou sous leurs seins, en ceinture, à la température du corps, jusqu'à ce que les œufs éclosent. Et bon. Si, un jour,
les hommes décident que la soie ne les intéresse plus, ou qu'ils découvrent une fibre synthétique. Il y a des expériences qui sont faites sur Réaumur déjà, puisqu'on parlait du XVIIe siècle. Réaumur faisait des expériences sur l'élevage des araignées et la résistance du fil. Il y a un article célèbre dans l'encyclopédie là-dessus. Bon, si l'homme découvre des fibres synthétiques ou des fibres naturelles qui sont plus belles et plus solides, ou au moins aussi solides que la soie, et décide d'abandonner l'élevage du ver à soie, l'espèce Bombyx mori disparaîtra de la surface du globe en quelques jours ou quelques semaines. Voilà. Donc, alors, sans aller jusqu'à ces extrémités, on trouve donc des animaux qui sont presque dans cette situation-là, notamment les animaux qui, relâchés dans la nature, ne pourraient pas se réadapter et reprendre la vie sauvage. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Alors, il y a aussi le fait que, du coup, la frontière entre le monde sauvage et le monde domestique, c'est une frontière extrêmement fluctuante et extrêmement floue. Parce que l'action domesticatoire, elle n'est pas du tout limitée à la première domestication. Elle doit s'entretenir tous les jours. Sinon, l'animal peut se dédomestiquer, se réensauvager. Et, bon, on le voit par exemple, il n'y a pas besoin de choisir des exemples extrêmes, c'est quelque chose qui s'observe dans les élevages extensifs. En ce moment, on voit avec l'élevage bovin en France un clivage entre le cheptel laitier et le cheptel à viande. Le cheptel laitier, c'est la Holstein qui est au mieux en stabulation libre, qui rentre 1 ou 2 fois par jour pour se faire traire avec la laiterie électrique. C'est du bétail extrêmement domestiqué, extrêmement proche de l'homme, habitué à être manipulé, qui revient d'elle-même même à la treilleuse, etc. Au contraire, les bovins à viande, qui sont soit des limousins, soit des charolais, qu'on peut voir dans les pâturages, ce sont des animaux élevés dans des conditions d'élevage extrêmement extensifs, presque sans intervention de l'homme. Le lait des mères est presque exclusivement destiné à nourrir les veaux, et ce sont des animaux qui sont sauvages, qui sont très peu approchés par l'homme. En plus, il y a des problèmes, vous connaissez les problèmes de la main-d'œuvre en élevage, c'est un contexte très difficile. Donc ce sont des bovins qui sont très difficiles à approcher, très difficiles à manipuler, et ce fait entraîne une augmentation constante des accidents en élevage, et comme en témoignent les statistiques des mutuelles d'assurance agricole. Alors, il y a aussi ce que j'appelle les cas limites. Les cas limites, ce sont des animaux soit qui sont très difficiles à domestiquer, parce que leur tempérament est comme ça. Ce sont aussi, ça peut être des animaux comme l'éléphant qu'on ne fait pas reproduire en captivité, parce que avoir en captivité des éléphants mâles, c'est très compliqué. En plus, la gestation est très longue, donc très souvent, les pays comme l'Asie du Sud-Est, le Cambodge ou l'Inde du Nord où on a des éléphants, on préfère capturer des éléphants sauvages plutôt que de les élever. Donc c'est un cas limite. Vous comprenez aussi qu'il y a des animaux comme les abeilles, c'est quand même l'abeille, c'est un animal domestique. Bon. Mais c'est quand même un animal domestique qui n'est pas exactement comme tous les autres. Et vous avez aussi des cas où l'homme domestique des animaux, mais fait exprès de ne pas trop les anthropiser, c'est-à-dire de ne pas trop les familiariser. C'est le cas des taureaux de combat, qui doivent être soigneusement élevés le plus possible à l'écart de l'homme. C'est le cas des animaux destinés au combat, les chiens de combat. C'est le cas aussi pour les animaux de chasse, comme on parlait tout à l'heure des faucons, tous les oiseaux de proie affectés pour la chasse. Ce sont des animaux qui ne peuvent pas être élevés. Ce sont des animaux qui sont pris dans le nid et apprivoisés suffisamment pour pouvoir être manipulés, mais pas trop, parce que sinon ils perdraient leur instinct de chasse. Donc on ne pourrait pas les utiliser pour la chasse.